On est très heureux de vous accueillir dans cette programmation de Penser le présent, qui est la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, qui toutes les semaines reçoit quelqu'un pour échanger, discuter autour de son travail. Ces échanges et ces discussions sont d'habitude menés par Alain Berland, qui est donc en charge de la programmation culturelle à l'école, et que un peu exceptionnellement aujourd'hui, c'est moi, Clara Schulman, qui m'en occupe. J'enseigne à l'école et je suis très heureuse de recevoir Julie Curtis. Julie, que vous voyez là très bien, est née en 1982 en France. Un point qui nous intéresse et sur lequel on reviendra sans doute dans cette discussion, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de l'inviter, c'est que c'est une ancienne étudiante de l'école, dont elle est sortie diplômée en 2006. Donc elle connaît très bien cet incroyable endroit depuis lequel je vous parle, qui est cet amphi d'honneur de l'école des Beaux-Arts de Paris, qui est dans une situation un peu étrange, puisque comme tu t'en doutes, il est 18h45 à Paris, donc l'école est vide. Puisque à partir de 18h, il y a ce fameux couvre-feu qui fait que là, je te parle, mais qu'il m'a fallu une attestation, etc. Ah, d'accord. Et ouais, c'est particulier particulier quand même. Tu avais apporté ton sac de couchage. Non, j'ai pas l'intention de dormir ici, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet de parler depuis une école qui est vidée de ses étudiants. Mais en même temps, ça donne aussi du sens à cet espace de discussion qui est Penser le présent et qui du coup pense le présent en plein présent, c'est-à-dire avec la situation telle qu'elle est. Alors là, il y a du bruit, mais ça provient de ton atelier? Bienvenue dans les ateliers de New York, de Brooklyn. C'est mon voisin du haut qui a décidé de faire du ménage juste à ce moment où on a finalement réussi à se connecter. Alors moi, mais c'est drôle parce que qui entendait, en fait. Mais c'est drôle parce que ma première question, c'était de te demander où tu es tout de suite maintenant. Je vais faire un petit tour. Ah bah super, montre-nous. Ouais, montre. Le son, donc voilà, ça c'est mon atelier. Voilà. Et puis mon voisin du haut. Alors ça va être, j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer, mais voilà. Donc il y a très peu d'isolation. La vie est très difficile. C'est difficile pour vous le son là ou non, là ça va très bien, ça va, on t'entend. Voilà, très bien. Donc cet atelier que tu as, il est situé où? Situé à Brooklyn, dans le quartier de East Westburg. Voilà. Donc moi, c'est là où j'habite depuis que je suis arrivée à New York il y a environ 10 ans. Et donc, Bushwick, East Williamsburg, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, mais voilà. C'est là où j'habite. Ça me dit un peu, ouais. C'est un ancien, mettons qu'il y avait beaucoup d'usines en fait dans ce quartier et que donc maintenant il y a beaucoup d'anciennes usines désaffectées qui sont utilisées comme ateliers d'artistes et donc c'est pour ça qu'il y a une grande population d'artistes dans cette région de Brooklyn. Alors je sais que que tu t'es installée à New York en 2010. Une des premières questions que je voulais te poser, disons, pour démarrer un peu cette discussion, c'était d'essayer de retracer un peu le parcours quand même, puisque ces discussions, elles s'adressent directement et principalement aux étudiants de l'école. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu passes des Beaux-Arts de Paris dont tu sors en 2006, comment est-ce que tu arrives à New York en 2010, et puis, comment est-ce qu'ensuite, puisque ta carrière démarre véritablement, on va dire, carrière. En fait, c'est pas vraiment comme ça que je préfère imaginer les choses, puisque ton travail, évidemment, existe durant toutes ces années-là. Mais on va dire que ta première exposition personnelle à New York, en tout cas, si je me trompe pas, a lieu en 2015. Oui. Et que tu démarres la collaboration avec une de tes galeries actuelles, Anton Kern, en 2017. Voilà. Oui, ça prend du temps. Ouais. C'est vraiment... la profession d'artiste, je pense que tout le monde le sait, mais les étudiants aussi doivent s'en douter. C'est comme un sport de fond. C'est de la course de fond, c'est pas un marathon. Donc, effectivement, j'ai eu mon diplôme en 2006 aux Beaux-Arts de Paris. Et à ce moment-là, j'avais déjà fait 2 échanges. Et je recommande ça vraiment aux étudiants, faire des échanges à l'étranger. C'est vraiment formateur du point de vue personnel, mais aussi artistique. Et donc, moi, j'avais déjà passé du temps en Allemagne avec un
un échange avec l'école de Dresden. Et un deuxième échange avec l'Art Institute de Chicago. Et c'est là où j'avais rencontré tout un groupe d'amis et donc aussi mon futur mari. Et du coup, c'est vrai que mon échange à Chicago était extrêmement formateur pour moi. Ça m'a vraiment changé vraiment ma perspective sur la vie et sur l'art aussi, parce que je ne connaissais pas très bien la scène artistique américaine. C'est pas possible. Et donc, en fait, je suis rentrée aux Beaux-Arts. J'ai passé mon diplôme, mais j'étais encore à ce moment-là avec mon petit copain de l'époque qui est américain. Et du coup, juste après, c'est vraiment un peu, c'est beaucoup de voyages. Ensuite, juste après le diplôme, je suis allée vivre à Tokyo pendant 1 an. Je suis revenue à Paris. Ensuite, pendant 3 ans, j'ai fait une relation à longue distance avec mon mari. Et finalement, on s'est décidé pour New York. Donc, c'était vraiment un peu... oui, un parcours d'obstacles pas très linéaire et qui était plutôt aussi lié à ma vie intime, quoi. Et si tu dois revenir en arrière sur... on va passer rapidement dessus, mais quand même, c'est difficile de ne pas avoir envie de te poser la question du souvenir que tu gardes de ton passage à l'école. Ah oui, le passage à l'école, c'était très, très, très important de toute évidence dans mon parcours parce que bon, moi je suis de Montreuil-sous-Bois, donc un peu de la banlieue. Donc j'étais très impressionnée bien sûr d'être rentrée, d'être sélectionnée aux Beaux-Arts, une école aussi prestigieuse. Et ensuite, bien entendu, il faut s'adapter aux Beaux-Arts. Je pense que ça a beaucoup changé, ceci dit, depuis 2005. Ça, c'est depuis 2000. Oui, depuis le début des années 2000, je pense que c'est plus trop la même chose maintenant, peut-être. Mais à l'époque, c'était très basé finalement sur la pratique personnelle. On avait beaucoup de temps où on se dévouait vraiment à notre propre recherche artistique, à trouver notre propre voie. Et en fait, je ne sais pas si c'est encore la même chose, où on devait trouver son atelier dès la première année. C'est toujours la même chose, non? Oui. Ouais. Et donc c'est pas vraiment facile de se faire une place et ensuite de vraiment prendre sa place. Et donc moi, j'étais à l'atelier de Pat Andrea parce qu'en fait, mon travail était plutôt figuratif. En fait, mon travail a toujours été plutôt figuratif. Donc, j'ai passé 5 années avec Pat et je pense que l'expérience de chaque étudiant est vraiment diffère en fonction de dans quel atelier finalement il atterrit. Il atterrit, voilà. Donc, pour moi, en tout cas, Pat a vraiment créé un espace un peu comme une famille finalement. Je pense qu'il y a beaucoup d'ateliers comme ça. Et donc oui, c'était intéressant quand je suis allée à l'Art Institute de Chicago de comparer les deux modèles en fait d'enseignement, parce que pour tout ce qui est undergrad, donc il y a ce qu'on appellerait quoi, undergrad, c'est un premier cycle. Premier cycle, et ensuite il y a le master, mais nous on a les deux en un, mais aux États-Unis c'est divisé en undergrad et graduate studies. Et donc quand j'ai comparé avec le undergrad programme de Chicago, c'était très en fait c'était beaucoup, l'emploi du temps est transformé en différents cours qu'on choisit. Il y a beaucoup de devoirs entre guillemets et assez peu de développement de recherche personnelle. Donc j'ai trouvé que j'étais finalement beaucoup plus avancée sur tout ce qui était recherche artistique personnelle que toutes les autres personnes. Et en fait, ça m'a fait vraiment apprécier le type d'apprentissage que j'ai reçu aux Beaux-Arts. Et donc, oui, vas-y. C'est beaucoup plus dirigé en fait aux États-Unis. Et c'est vraiment dans le master qu'on commence à développer sa propre voix et à se poser des questions un peu plus de fond.
Et donc, à ce propos, est-ce que tu as le sentiment que c'est durant ces années-là que quelque chose de la manière dont tu conçois maintenant la peinture se développe? Ou est-ce que c'est plus tard, au moment où tu vas plutôt voyager à Tokyo? Enfin, comment est-ce que tu vois en fait le moment où ta peinture va commencer à trouver C'est sa vraiment... définition, tu vois ça, parce que Ouais, c'est ce qui est clair, c'est que quand on voit, alors c'est ce que je disais dans les premières minutes un peu ratées de notre discussion, et c'est ma grande frustration, c'est qu'en fait je n'ai jamais vu une de tes toiles en vrai, et ça fait ouais. bizarre de parler, tu vois, comme ça, de quelque chose que je n'aurais jamais vu. Mais ce qui est clair, c'est que ce que tu produis est extrêmement reconnaissable et très précis, et je pense t'appartient de manière très forte. Et donc je me demande comment est-ce que une telle signature d'une certaine manière se construit, quoi. Ouais, ouais, je pense que ça prend juste du temps, quoi. En fait. Ouais. Ça se construit. J'ai eu beaucoup de différents, on appelle ça corps de travail, bodies of work, successifs. Beaucoup de recherches, essayé différentes choses. Je fais aussi de la sculpture, j'en faisais aux Beaux-Arts, hein, beaucoup de Mm-hmm. sculpture. D'ailleurs, j'ai passé mon diplôme plutôt en sculpture et en photomontage. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est un... Je dirais que la différence, c'est que quand finalement j'ai eu mon diplôme, après le diplôme des Beaux-Arts, en fait, et que j'étais au Japon, en fait, il y a eu un grand soulagement, je crois, de ne plus avoir l'œil des professeurs, mais aussi des autres étudiants, en fait aussi l'œil des... En fait, le poids de l'histoire qu'on a aux Beaux-Arts de Paris. Mm-hmm. En fait, j'étais très soulagée de ne plus avoir ça et j'ai réalisé, mais en fait, je fais ce que je veux, quoi. Mm-hmm. Je sais que c'est idiot parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut, même quand on est à l'école, hein, on devrait faire ce qu'on veut, mais je pense que on essaie toujours de prouver quelque chose quand on est aux Beaux-Arts. Et en fait, finalement, on se rend compte une fois qu'on a passé le diplôme qu'on est vraiment en charge de sa propre pratique. Oh, tu as un peu... Ok, voilà, très bien, tu es revenu. Donc, quand j'étais à Tokyo, finalement, je me suis beaucoup intéressée au manga, à beaucoup de choses qui étaient autour de moi, qui ont restimulé un peu ma pratique. Et je me suis vraiment... je pense que je me suis libérée, en fait, de ce poids. Voilà. Et la question que je me pose souvent, et c'est une question que j'essaie d'aborder souvent avec les étudiants quand on discute de l'après-école, c'est que malgré tout, et malgré sans doute les difficultés que ça représente, l'école offre quand même quelque chose de commun, comme une collectivité qui est celle de l'atelier, qui est celle d'une... Et je me demande toujours comment est-ce qu'on reconstruit ou comment est-ce qu'on retrouve quelque chose de ce sentiment quand même d'appartenir à un groupe ou à une, tu disais tout à l'heure une famille quand même pour parler de la vie de l'atelier. Et je me disais comment est-ce que, enfin, j'ai toujours l'impression qu'ensuite on affronte quand même une grande solitude. Donc tu dis toi-même qu'il y a quelque chose de très libératoire. Je suis sûre que Ouais. c'est vrai, c'est clair. Et en même temps, comment est-ce qu'on on retrouve quand même quelque chose comme un, tu vois, un entourage quoi, qui Tout à accompagne fait. aussi la pratique. Ouais. Oui, oui, bien sûr, il y a quelque chose qui libère, mais il y a aussi quelque chose qui donne le vertige dans le sens qu'on n'est plus cadré, on n'a plus cette structure ou cet œil un peu parental, entre guillemets. Et, et donc, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a fait. Et donc, en fait, pardon, le bruit va faire la question. Non mais c'est bien, écoute. C'est quoi? Ah oui, c'était comment on retrouve une famille comme Oui. ça. En fait, moi, j'ai eu la chance d'être avec mon petit ami qui était un artiste. J'ai gardé les relations de l'atelier. Nazine Pouyandet, c'est une de mes très bonnes amies de l'atelier de Patanglia. On était encore en contact. On a partagé l'atelier, en fait, aussi quand je suis revenue en France. Donc, j'ai vraiment gardé une communauté des beaux-arts après les beaux-arts.
Et après, ce qui était difficile, effectivement, c'est d'avoir déménagé à New York où je connaissais absolument personne. Et New York, j'ai vraiment commencé de zéro, avec des petits jobs qui n'avaient rien à voir avec l'art. C'est le plus de mon temps en tant qu'artiste après l'école à Paris, j'ai plutôt passé à New York. Mhm. Voilà. Et alors, l'autre question que je me pose sur pas ton arrivée à New York, mais disons quand même, oui, c'est-à-dire que, bon, là, on vient de terminer une séquence de la vie politique américaine particulièrement Oui. intense, on va dire. Mais quand j'essaye de repenser aux dernières années, je me dis, t'as assisté à toute une série de choses. Tu vois, je pense évidemment à MeToo, je pense à toute une série d'événements qui ont secoué le monde américain, en fait, et dont nous, depuis la France, on a reçu évidemment les échos et les résonances. Oui. Et je me demande, en tant qu'artiste, voilà, française quand même, présente à New York, comment est-ce que tu as vécu un peu tous ces remous Oui, ouais. Oui, et est-ce que d'une certaine manière, ça interfère dans ton travail? Est-ce que c'est quelque chose qui, d'une manière, rentre quand même dans l'atelier? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des choses que tu laisses à l'extérieur? C'est une question intéressante parce que c'est vrai que en tant que Française qui vit aux États-Unis, à New York, c'est pas que j'ai du recul, enfin, moi aussi je me sens impliquée dans tout ce qui se passe, mais d'une certaine manière aussi, je pense qu'avec mon propre bagage en anglais, mais avec ma propre histoire, j'ai un peu des réactions différentes parce que c'est vrai que les États-Unis, c'est une culture haute en contraste et souvent c'est vraiment une culture qui est dans les grands écarts, quoi, en fait. C'est un continent, en fait, les États-Unis. Déjà, en plus, il y a la ville, ensuite, il y a la campagne, il y a le nord, il y a le sud. Donc, en fait, avec mon regard de française, il y a certaines choses qui m'interpellent, il y a certaines choses qui m'inspirent, mais aussi avec l'intensité qu'il y a eu cette dernière année. C'est vrai que c'était un peu... En fait, pour moi, en tant qu'artiste, j'aimerais bien... j'ai l'impression que, pour moi en tout cas, j'essaie de faire attention de ne pas forcément prendre parti, hein, mais aussi d'observer les choses, d'essayer de digérer les choses et de pouvoir poser des questions qui restent ouvertes et pas forcément devoir prendre un parti parce que, en fait, pour moi en tout cas, le rôle d'artiste est différent pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de souligner un peu les paradoxes en fait de nos sociétés et donc de pouvoir aussi observer, de laisser la place pour en fait une espèce de fluidité artistique, en particulier à New York, a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de changements finalement. Ça a provoqué des choses très bien, très progressives, comme l'inclusion de beaucoup plus d'une grande diversité d'artistes et dont je fais partie, c'est-à-dire ma voix en tant que femme, artiste femme, je pense que j'en ai bien bénéficié quand même de cet intérêt en fait, de cette ouverture, de cette réaction en fait. Et puis, bon, en même temps, je peux voir aussi que c'est un cycle, qu'il faut faire attention, il ne faudra pas non plus que ça devienne un phénomène de mode, parce que là, du coup, on reste... en fait, est-ce que c'est pas un peu Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, parce que... il y a eu beaucoup d'expositions seulement de femmes artistes, par exemple, ou seulement d'artistes de couleur. Donc, on veut une certaine diversité, et en même temps, si on recommence à recréer des groupes et on crée des modes, est-ce que, en fait, justement, ça ne va pas un peu contre le but de diversité, de voix, d'opinion, de pensée Donc voilà, c'est des choses qui ont été pas mal qui m'ont laissé pas mal à réfléchir en fait ces derniers temps, particulièrement l'année dernière.
bien sûr. Alors du coup, ça me permet de rebondir un peu pour rentrer un peu plus précisément dans les motifs ou les figures qui peuplent un peu tes toiles. Et je voulais commencer par t'interroger sur tous ces personnages féminins dont on voit jamais le visage. Oui. Et sur évidemment ce paradoxe qui est que enfin ce paradoxe, j'en sais rien, mais donc toutes ces figures féminines qui peuplent donc tes toiles sont très féminines, elles ont ces longs cheveux sur lesquels peut-être on pourra rediscuter, que tu nous dises d'où vient un peu cette espèce d'obsession comme ça sur la chevelure, mais en tout cas elles n'ont pas de visage. Et je me Oui. demandais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette absence de visage ou même d'expression quoi en fait? Est-ce que ce sont des silhouettes? Est-ce que c'est très générique? Alors du coup ça donne effectivement un côté très mystérieux, parfois un peu inquiétant aussi. Mais je me demandais ce que toi tu mettais derrière cette volonté comme ça de montrer toutes ces femmes sans visage. Oui. Je pense que, en fait, quand il y a eu un peu une transition dans mon travail, je pense que c'était en 2016, où mon travail a commencé à devenir encore plus graphique et encore plus figuratif. Et vraiment flirter avec l'illustration, un langage vraiment très particulier. Et en fait, j'avais envie d'avoir un peu un endroit de tension où en fait c'est de la figuration mais sans visage quoi. Et en fait un côté un peu généreux, c'est-à-dire montrer des peintures qui avec les couleurs des couleurs vives et des sujets qu'on reconnaît, enfin un côté très playful qui engage beaucoup de n'importe quel public en fait avec un imaginaire assez accessible, mais en même temps garder ce mystère en fait, donc donner pas de... j'aime bien les tensions en fait, un va-et-vient entre quelque chose qui attire et quelque chose qui dégoûte, qui rejette. Et donc, pour le visage des femmes, je pense que... Enfin, moi, je suis très intéressée par la psychologie jungienne. Et d'ailleurs, une des classes les plus importantes pour moi à l'école des Beaux-Arts, je ne sais pas si elle y est encore, c'était la classe de Christian Gaillard. Et sans doute, ça s'est arrêté il y a un bout de temps. Mais c'était psychoanalyse de l'art. Et donc, c'était très jungien. Et donc, Jung est très intéressé par le langage visuel de la psychologie. Et mais aussi, il a donc ce concept d'inconscient collectif. Et donc, qui s'exprime à travers les arts, les mythes, les histoires qu'on raconte et qui sont passées de génération en génération, et donc ce concept d'archétype. Et donc, je pense que mon travail sur ces femmes qui sont très féminines, c'est un peu un travail sur l'archétype féminin qui est présent dans l'imagination collective. Et c'est pour ça que ce sont des portraits sans visage, c'est-à-dire ce sont un peu des moules qui sont présents dans notre culture, dans notre histoire, sur lesquels on peut se projeter. Et c'est pour ça que je vais garder un peu l'aspect en fait universel de ces personnes, de ces femmes, et qui est aussi très mystérieux en fait, qui va stimuler notre inconscient, notre imaginaire. Il y a une question que je voulais te poser. J'aurais voulu te demander de décrire. Il y a une toile de 2019 qui s'appelle Self-Portrait in Autarky. Oui. Je voulais juste te demander de la décrire pour les gens qui nous écoutent. Oui, ouais. Et la question que j'ai derrière la tête, en fait, avec ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire de peindre à la première personne? Oui. C'est intéressant parce que
finalement, ces personnages, comme dans Self-Portrait in Autarky, effectivement, c'est un autre type de personnage féminin dans mon travail qui est en contraste avec ces archétypes féminins avec des longs ongles et tout ça, des longues manicures. Et en fait, cette peinture, en fait, elle est née de... En fait, la carrière aux États-Unis, enfin ma carrière quand elle a commencé à vraiment à prendre forme, c'était assez vertigineux dans le sens où je n'y attendais pas, c'était assez soudain et c'est très intense. Et bon, et tout ce qui est... donc en fait, je pense que j'en ai eu un peu en 2018 ou 2019, je pense que j'ai trouvé que j'ai commencé à avoir un peu une fatigue en fait de cette stimulation de tout ce qui est réseaux sociaux et ouais, un rythme assez intense d'intervention ici, là, d'interview. Et je me plains, mais c'était génial. Mais c'est vrai qu'aussi, pour une introvertie, c'était difficile. Et c'est là où j'ai eu, en fait, j'ai fait cette image, j'avais cette image d'une personne qui se replie complètement sur elle-même dans un monde hyper connecté, quoi. Et c'était un peu un désir. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, je l'ai fait juste... J'ai commencé à la peindre, je l'avais conçue, cette peinture, avant la quarantaine, avant le corona. Et donc, là, la peinture est devenue réalité et c'était très étrange. J'imagine. Oui, c'était très surréel parce que c'était exactement ce qu'on a tous subi en même temps. Et on est passé de 100% à 0% en contact social. Et ce que j'ai pensé était comme quelque chose que je désirais ou qui me ferait beaucoup de bien. Au début, m'a fait beaucoup de bien. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, mais en fait, non, en fait, bon, c'est un équilibre, quoi. C'était juste assez... c'était un peu intense, quoi. Bien sûr, je comprends très bien. Donc, il y a quand même plusieurs formes d'intensité qui ont du coup traversé ta vie les dernières années, quoi. Entre cette espèce de moment où ta carrière, on peut dire quand même explose un peu, quoi. Quelque chose d'un peu foudroyant arrive, j'imagine, pour toi à vivre. Ça doit être assez particulier quand même. Ouais. Et en même temps, comment est-ce que tu as vécu ce moment d'exposition au sens où tu t'es retrouvée toi-même très exposée, j'imagine? Oui, bah, je pense qu'en fait, c'est... alors, je ne sais pas si c'est en France similaire, basé... Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais il y a un phénomène qui est moderne. Déjà, le phénomène des médias sociaux, de promotion de soi-même sur Instagram. Et c'est vrai que, en fait, moi, mon travail, ma carrière a été vraiment poussée par Instagram. Parce que j'ai un travail qui se traduit très bien sur les réseaux sociaux, la petite image, et puis un travail finalement figuratif, assez pop. Et donc, c'est comme ça vraiment que ma carrière a commencé, par trouver mes propres collectionneurs, moi-même, sur Instagram, et connecter avec d'autres artistes. Et c'était vraiment le début, et c'était vraiment, vraiment extraordinaire. C'était une phase géniale, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais? En quoi c'était si génial? Qu'est-ce que c'est cette intensité-là? Comment tu la décrirais? Je pense que c'était le début d'une plateforme et d'une autre façon de gérer en fait sa carrière en tant qu'artiste, d'être plus indépendant, un peu vraiment de récupérer cette indépendance et de se sentir, je dirais pas en contrôle, mais en tout cas, ça m'a permis de connecter avec Loï Hollowell et puis une de mes meilleures amies, Henko, qui sont des artistes formidables, et de vraiment créer un peu comme, je pense qu'aussi on s'inspirait les uns les autres, et bon, après, il y a des collectionneurs qui se sont intéressés, qui commençaient juste à collectionner et donc, du coup, tout d'un coup, j'ai les collectionneurs et je les apporte aux galeries. Et c'est comme ça que les galeries disent, ah bah, je peux... Les États-Unis, c'est vraiment basé sur... C'est le capitalisme. Hein. Donc, dès qu'il y a de l'argent, il y a du potentiel. C'est vrai que je dis ça,
ça tue un peu le rêve, mais en fait, c'est la réalité du système ici, du milieu de l'art aussi. Mais donc, il y a eu toute cette réalité-là qui s'est faite de façon simultanée et qui a vraiment propulsé ma carrière. En même temps, moi, il y a un autre phénomène sur les médias sociaux qui est celui de un peu d'une tendance narcissique, voilà, d'une obsession avec soi-même. Et on s'expose constamment soi-même et ça peut être aussi un risque. Je pense qu'il y a maintenant Instagram, c'est devenu quelque chose un peu de différent. Ça a gagné tellement de pouvoir en seulement quelques années. Mais donc, forcément, la nature d'Instagram a un peu changé, je pense. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie, mais bon. Et donc, est-ce que tu as l'impression que si Instagram a été un outil au démarrage, clair, oui, c'est-à-dire qui t'a permis d'arriver quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, tu continues de regarder l'outil de la même façon et de l'utiliser de la même façon? Plus du tout. Non, plus du tout. En même temps, c'est un peu... C'est normal parce que du coup, maintenant, je suis passée du statut de vraiment émergence à plus à travailler avec des galeries et de façon où je suis plus établie. Donc, maintenant, en fait, l'outil pour moi est différent. Je ne peux plus... Avant, je communiquais avec chaque collectionneur. J'avais une relation personnelle et une relation personnelle avec chaque autre artiste qui me contactait. Et puis, voilà. Et puis maintenant, c'est pas possible parce que du coup, il y a plus de... Comme je suis plus visible, j'ai plus de demandes, donc j'ai plus le temps, en fait, de communiquer avec les gens de la même façon. Donc pour moi, de toute évidence, l'utilisation de Instagram est complètement changée. Après, je pense que pour beaucoup de jeunes artistes, c'est encore un super outil. Mais c'est aussi devenu enfin, je veux dire, même Instagram, l'application elle-même a vraiment changé. Il y a beaucoup plus de publicité, par exemple. Donc il y a vraiment une monétisation de Instagram et même les galeries ont compris qu'elles pouvaient utiliser Instagram. Sûr. Donc, c'est vraiment un outil qui a changé. Voilà. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu, enfin, qu'on revienne plus dans le réel et que tu nous racontes un peu la vie de l'atelier. Enfin, je veux dire, on sait que être peintre, c'est très laborieux et que c'est beaucoup de temps passé dans l'atelier. Et j'aurais voulu que tu nous racontes un peu comment tu investis ce temps long aussi de la production et de la fabrication. J'ai été étonnée, j'ai regardé évidemment en ligne plusieurs images de toi un peu au travail, disons. Et il y a des moments où on te voit assise et des moments où on te voit debout devant, enfin voilà. Et je me demandais, est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces gestes de fabrication dans l'atelier, le moment où tu es assise à la table, le moment où tu es debout devant la toile, comment le corps en fait travaille avec la peinture? Parce que je te pose cette question parce que je pense que par ailleurs c'est un peu au cœur aussi de ce que tu fais, de capturer des corps quand même pris dans des situations dont on ne sait pas très bien ce qu'elles racontent. Et ça fait partie du mystère dont tu parlais tout à l'heure, mais je me demande voilà comment est-ce que tu travailles en fait. C'est intéressant parce que je pense pas trop à comment je travaille parce que c'est assez organique, c'est assez naturel, mais et je sais pas quel rôle ça joue vraiment dans le résultat de l'œuvre. Je travaille, donc je fais maintenant je fais un peu de tout en fait, donc je fais des grandes peintures, des moyennes peintures. Je vais commencer avec quand même des échelles assez petites et maintenant j'ai de plus en plus grand. Et donc debout en général pour les peintures. Voilà, va-et-vient, il faut une certaine mobilité. Et par contre, pour tout ce qui est travaux sur papier, assise, c'est des tout petits formats. Et vraiment, là, je me plonge dans le travail en papier. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un peu moine, calligraphie moine. Je suis dans un petit monde, en fait, quand je travaille sur les travaux sur papier, parce que je n'ai pas besoin de prendre la distance avec l'œuvre, elle est petite. Mais dès que c'est un peu plus grand, on est obligé de prendre du recul, tout ça, donc c'est debout.
les heures passées à l'atelier, ça c'est intéressant aussi, le mode de production, surtout aux États-Unis. Assez rapidement, les artistes qui ont un certain succès commercial prennent des assistants. Mhm. Donc il y a aussi des gens qui continuent à faire leur travail de A à Z, mais il y a beaucoup de gens, des artistes, dès qu'ils passent à l'étape suivante, ils ont des assistants, et il y a beaucoup de choses qui sont déléguées aux assistants, et beaucoup de choses qui sont un peu comment dire, more manufactured. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu essayé et qui m'a pas trop plu en fin de compte. Parce que moi, j'étais assistante d'artiste aussi, donc je connais un peu le job, voilà, le système, pour pouvoir produire plus, faire plus de projets. Et ça tient à quoi le fait que tu ne te sois pas sentie à l'aise avec ça? Ben, parce que, en fait, je suis trop une control freak. J'aime bien être en contrôle du début jusqu'à la fin. Et puis aussi parce que je trouve que c'est, du coup, quand on délègue, il faut aussi préparer cette personne à faire le travail. Et donc, il faut avoir un peu comme un plan de travail. Et en fait, trop souvent, je ne sais pas trop où je vais, moi, dans mon travail. On dirait que c'est des choses assez finies, comme ça, dans le résultat. Mais en fait, non, je change quand même pas mal les choses en cours de route. Je change les éléments, je change les couleurs. En fait, je ne sais pas exactement où je vais. Et souvent, c'est ça le plaisir, c'est de pas trop savoir où on va et puis avoir des accidents sympas. Donc, bon, voilà, c'est un mode de production que je trouve trop difficile. Par contre, j'ai quand même un assistant qui m'aide beaucoup à étendre les toiles, faire tous les trucs un peu plus laborieux, et puis qui m'aide avec les sculptures. Voilà. Et c'est principalement de la peinture à l'huile? Principalement, oui, j'utilise ces mix. J'utilise l'acrylique, du vinyle et de l'huile et du gouache sur papier. Donc, vraiment différentes techniques. Est-ce qu'il y a des techniques qui surgissent progressivement ou qui ont surgi récemment, ou des rencontres techniques ou des gestes qui sont apparus qui n'étaient pas là avant, et est-ce qu'il y a encore des moments d'émerveillement? Enfin, j'imagine que oui, évidemment, mais devant, tu vois, des gestes nouveaux qui apparaissent dans l'atelier. Ben, c'est marrant parce que, oui, alors il y a toujours un moment… en fait, j'essaye pour moi-même de toujours… avoir une part de… J'aime pas trop faire deux fois la même chose. Donc, toujours une part de surprise. Là, je suis dans ma phase toile ronde, enfin, condo. Et donc, voilà, c'est un changement de format, de langage. Mais ce qui est… Donc, j'essaie toujours de… Puis les sculptures, c'est ça aussi qui garde en fait, la pratique vivante. C'est d'utiliser… des fois, je ne montre pas mes sculptures… parce que je pense qu'elles sont moins abouties, elles sont d'un côté moins résolues, mais j'ai besoin de faire de la sculpture parce que ça, en fait, ça informe mon travail en échange. Donc, c'est vraiment… c'est intéressant. Ouais, pour moi, c'était vraiment important de ne pas me concentrer seulement sur un corps de travail. Et là, j'apprends un peu la céramique, je fais de tout ce qui est impression, enfin… prints, tout ce qui est voilà, sérigraphie, machin. Et en fait, de garder un peu comme… C'est super important d'être pas en contrôle, en fait, en tout temps. C'est rafraîchissant, et puis ça, voilà, ça nourrit la pratique artistique. Mais ce qui est très drôle aussi, c'est de voir des nouvelles choses et voir des vieilles choses qui reviennent. Attends, là, on ne t'entend plus. Ah oui, là, très bien. Rebrancher. Et donc là, j'ai des vieux thèmes qui sont revenus à la surface. Ah, c'est drôle. Des choses que j'avais fait en première année des Beaux-Arts qui sont revenues. Donc, c'est très étrange. Mais qui connectent avec mon travail présent. Donc, c'est assez étrange. Et qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'atelier? Est-ce que c'est un endroit où tu lis des choses, tu regardes des films? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir? Est-ce qu'il y a des conversations qui ont lieu, qui du coup infusent dans l'espace, quoi? Oui, alors c'est vrai que
je me souviens comme des beaux-arts, des ateliers partagés, et, des conversations. C'est vraiment un côté communauté. Et moi, j'aime bien avoir des. En fait, j'aime bien avoir des, des collègues ou des camarades d'atelier, je sais pas comment on dit. Mais bon, voilà, maintenant, on est plus vraiment dans le. C'est très solitaire, en fait, la vie. Mais j'ai beaucoup de visites, en fait. Hier, j'avais une amie qui m'a rendu visite. Et puis, non, en fait, j'essaie toujours d'accueillir le plus de personnes possible à l'atelier, de leur montrer le travail en progrès, et d'avoir leurs pensées, leurs réactions, de les observer. Est-ce que ça marche, ça marche. Ça, oui, mais c'est vrai que c'est assez solitaire, en fait, la vie d'artiste. Même si, mais par contre, ce qu'il y a à côté qui est bien, c'est tous ces projets que je fais en fait en parallèle. Je fais des objets d'art en ce moment avec une compagnie. Je fais donc des impressions avec un atelier d'impression. Je fais un projet de augmented reality, donc 3D. Voilà, donc ça, c'est vraiment, ça permet de pas être trop seul dans sa bulle, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que c'était un peu l'autre question que j'avais en tête, c'est-à-dire de la même manière que tu dis qu'il y a des choses du passé qui reviennent, je me demandais comment est-ce que tu projettes, quoi. Quelles sont tes rêveries, en fait, comment tu rêves à quelque chose qui pourrait arriver, quoi, et quelles sont les formes auxquelles tu rêves? C'est un peu bizarre comme question, mais. Je suis pas sûre de. Bien sûr, souvent, en fait, je pense que c'est comme ça pour la plupart d'artistes, enfin, je suis pas sûre, mais elle a une pensée un peu en arbre qui des branches, et souvent, une peinture, et puis il y a une autre idée qui se greffe sur cette idée et qui passe, qui grandit, en fait. C'est là, quelque chose que j'avais fait aux Beaux-Arts. Je vais montrer comme ça, c'est plus clair, un exemple. Vas-y. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je faisais beaucoup de ces peintures de moi vues du haut, comme ça. Ouais. Et j'en avais fait beaucoup en série. Enfin, je vais même commencer avant les Beaux-Arts, ça en prépa. Et donc, vraiment, et ben, j'ai recommencé sur cette toile-là. C'est vraiment une image d'art un peu pas confortable, un peu. Ouais. Mais maintenant, ça ouvre sur d'autres possibilités encore de vue du haut, de point de vue bird eye. Et je commence à parler comme Jean-Claude Van Damme. Je préviens tout le monde, ça va devenir de plus en plus horrible, français. Voilà. Mais je te pose aussi cette question à quoi enfin, de tes rêveries, parce que la période qu'on traverse est pleine de manques, parfois très simples, tu vois, le manque d'aller boire un café, le manque de retourner au cinéma, de voyager. Et je me dis, voilà, comment est-ce que on continue de se projeter en vivant à travers toutes ces choses qui nous manquent, en fait, et qui étaient vraiment des choses du quotidien, qui, du coup, j'imagine, manquent aussi aux artistes qui produisent, quoi. Ben, je me sens en fait assez privilégiée en vivant ici, parce que en fait il y a eu une phase assez horrible à New York, donc il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais du coup depuis mars 2020 les taux de cas sont pas non plus très élevés à New York. Donc en fait on a eu une vie à peu près normale. Je veux dire, on n'a pas accès quand même tout ce qui est. Moi, ça me manque les concerts, les machins, ça me manque énormément. Mais j'ai quand même la chance, parce que je sais que pour vous, c'était beaucoup plus dur. C'était une couvre-feu et vraiment la quarantaine bien stricte. Et nous, on a depuis mars 2020, en fait. Donc, j'ai eu une vie plutôt normale. Après, on n'a plus les restaurants, se les réouvrir. Donc, on va avoir un retour à peu près à la normale dans la semaine à venir. Donc, j'ai eu des réflexions sur le monde et sur. Je pense que ça, mon niveau. Je vais avoir mon exposition à White Cube là en mai.
Et donc, le corps de travail est vraiment sur l'isolation, sur les changements de structure dans la société. C'est pas du tout mes thèmes en général, moi, de 2016 à 2019, c'est vrai que c'est pas trop mes thèmes. Moi, je suis sur l'intime, sur le sujet. Et là, effectivement, j'ai un peu élargi le thème pour répondre à des éléments intérieurs hein, sur l'histoire, mais aussi sur la dualité, parce qu'on est quand même dans le monde de la dualité en ce moment. Donc, en fait, c'est pour ça que mon exposition, son titre, ça va être les monades et les dyads. La forme monade, singular form, organisation. Dyad, c'est l'organisation en dualité. Donc voilà, ça c'est le nouveau. Et c'est pour ça que je fais des tandos qui, c'est vraiment la monade. Voilà. Donc c'est vrai que celle-là, mes nouveaux thèmes vont vraiment autre part que les 4 dernières années. Et du coup, quel regard tu portes? Alors, à l'inverse, je te demandais quel regard tu portes en tant que Française aux États-Unis, mais depuis là où tu es, comment tu regardes l'Europe? Est-ce que c'est, enfin, comment est-ce que comment est-ce que tu te projettes par rapport à ça? Et comment est-ce que tu nous vois d'une certaine manière, ou quel rapport tu entretiens encore avec parce que je pense que ta peinture, elle est quand même très marquée par l'histoire de l'art, pour le coup, européenne, même si elle résonne énormément avec la peinture américaine aussi. Mais pour moi, elle a quand même son fondement un peu ici, quoi. Et je me demande quel regard tu portes sur tout ça. Ouais, Est-ce que c'est comme un manque ou comme quelque chose qui te paraît, dont tu te sens loin, en fait? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est toujours là et qui... Ça me manque le rap, ça me manque les vieilles choses. Ça me manque quand je reviens en France. Oui, je suis vraiment. En fait, c'est très étrange. Quand je vivais en France, il y avait un sentiment de lourdeur. Et quand je viens aux États-Unis, quand je vis aux États-Unis, j'ai un sentiment de liberté, en fait. Mais je pense que c'est individuel, mais je pense aussi que c'est culturel, en fait. Individuel dans le sens que, bien sûr, si on va vivre autre part que là où on a grandi, on s'affranchit d'une partie de son passé. Ça, c'est le côté individuel. Le côté collectif, c'est-à-dire c'est vrai que les États-Unis, c'est une nouvelle culture, un nouveau continent. Il y a vraiment un côté, on passe à l'action. Il y a un côté très action, pas trop réflexion des fois. Là en France, enfin en Europe, il y a vraiment une longue histoire, une culture beaucoup plus homogène, beaucoup plus réfléchie, mais des fois qui est appesantie par cette intellectualisation de tout. Et c'est un peu du mal pour moi en France, c'est-à-dire que mon travail est instinctif, il n'est pas très intellectuel. Je pense qu'il est intellectuel, mais il est pas. Je n'aime pas réfléchir ou conceptualiser avant de passer à l'action. J'aime bien réfléchir à ce que je vais faire. Et j'aime bien une certaine accessibilité aussi de l'art, une certaine popularisation, un côté pop. Et ça manquait. Mais je pense que j'ai vraiment le cul entre deux chaises. Ouais. C'est pas. Quand je suis aux États-Unis, je dis ah mais la France c'est mieux. Et quand je suis en France, je dis ah mais les États-Unis deux mondes à part entière qui ont des complètement différentes. Moitié vietnamienne, donc je vois aussi l'aspect asiatique. Bien sûr, ouais, j'y pensais en même temps que tu parlais, ouais. Donc, je pense que je suis très française à la fin, mais j'ai quand même cette partie de moi vietnamienne qui est assez importante aussi. Mais du coup, oui, non, l'Europe me manque. Ce que je vois, ce qui se passe en Europe en ce moment, au niveau politique, économique, tout ça, et en fait, c'est des motifs qui sont assez globaux, qui sont assez nationaux. Ce qu'on voit, ce qui se passe, des révoltes assez populaires finalement, qui se passent aux États-Unis et qui se passent aussi en France. Non, c'est des motifs globaux, quoi. C'est vraiment. On est passé,
dans un monde qui est très, oui, international, globaliste, et donc forcément nos problèmes vont être assez, vont avoir des parallèles, quoi, même si c'est des cultures différentes, il y a quand même des parallèles. Au final, tes personnages féminins me semblent quand même très, enfin peut-être tu m'arrêteras, mais quand même très combatifs. Je trouve, enfin, elles sont sans visage, mais elles sont très présentes, quoi. Je veux dire, elles ont une manière de s'imposer, je trouve, visuellement, qui leur donne, enfin, elles ont un côté un peu Amazon, quoi, un peu. Je pense à cette figure sur la moto, même si ce sont des silhouettes, même si elles ont une part d'ombre quand même très forte, je trouve quand même que elles ont une forme de puissance, quoi, elles dégagent une force. Ah, bah, Mais je sais pas, non, mais est-ce que t'es d'accord ou est-ce que, oui, je pense, oui, ouais, ouais, je pense, enfin, je veux dire, je pense que j'étais vraiment, on parlait des archétypes et j'étais vraiment intéressée par, en fait, il y a un côté agressif dans les personnages que je peins, presque masculins. C'est assez conscient et c'est voulu. Par exemple, ces mains avec les grands ongles, là, les mains, c'est masculine, elles ne sont pas féminines, ces mains. C'est vrai. des ongles assez, oui, agressifs, pointus. Et ça, c'est parce que ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est un autre archétype jungien, c'est l'ombre, le shadow. Et donc, souvent, mes personnages féminins s'allient à cet autre archétype de l'ombre. Donc, ça crée ce qu'on pourrait appeler des sorcières, quoi, des witches, des femmes sombres qui ont un pouvoir, qui sont un peu menaçantes. Et ça, oui, c'est très voulu. Et je pense que. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres aspects qui sont explorés dans ces femmes. Elles ont une présence, mais il y a d'autres. En fait, j'aime bien en fait explorer des différents angles. C'est comme une femme comme un peu ces différentes pièces. Une femme qui peuvent être très contradictoires. J'ai fait aussi pas mal ces femmes, des housewives, des femmes. Et le côté un petit peu kitsch de ces femmes ou un peu arriérées, mais drôles. Enfin, j'aime bien explorer ces notions de la féminité avec humour. En fait, c'est parce que c'est drôle, c'est des parties de nous-mêmes qui. Bien sûr. Pas du tout comme femmes qui restent à la maison, mais je veux dire, c'est une partie de moi, en fait. Bien sûr. Et je pense qu'à la fin, ce que tu indiques aussi, c'est à quel point on endosse toujours des costumes. Enfin, je veux dire, tout ça, ce sont des rôles aussi qu'on. C'est pour ça qu'elles peuvent avoir un côté parfois de super héroïne, comme Catwoman tu vois, qui enfile son costume et qui devient autre chose, mais qui reste celle qu'elle était au départ et qui reste, tu vois. Et j'aime bien cette idée. J'ai l'impression que tes personnages sont souvent en train de dire que quand même ils jouent à être quelque chose et qu'une partie de leur ironie vient de ce jeu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est très difficile l'identité. C'est très difficile à départager. Qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est personnel, qu'est-ce qui n'est pas. C'est pour ça que toujours l'idée d'être unique ou d'être ouais, l'idée qu'on est des personnes uniques, bien sûr, on est tous uniques, même génétiquement, on est tous quasiment uniques. Mais en même temps, en fait, ces différences sont des fois petites. Et en fait, on est les deux, quoi. On est des individus et on fait partie d'un tout. Et c'est vrai que c'est difficile. Et des fois, c'est bien aussi des fois, c'est confortable d'emprunter la voix de quelqu'un d'autre ou la voix de ses archétypes et ses stéréotypes. Mais je pense qu'il faut que c'est bien aussi d'en être conscient. Ouais.
Et c'est marrant parce que je pensais beaucoup à ça ces derniers temps. En fait, dans mon travail, il y a l'idée de la narration est toujours omniprésente. C'est un peu quel est le sens qu'on projette sur des événements de la vie, sur le chaos de la vie. Mm. C'est chaotique et c'est structuré en même temps, mais c'est des cycles. Et donc, souvent, en tant qu'être humain, on a besoin, la chose dont on a besoin encore le plus que de confort ou d'argent, on a besoin de mettre du sens sur les choses. C'est vraiment un besoin vital, en fait. Et on peut endurer les pires choses du moment qu'elles ont un sens. Donc, dans mon travail, il y a beaucoup toujours l'idée de mettre du sens sur les choses. Et c'est la même chose avec les costumes qu'on met sur soi-même. Bien sûr. Quel est quel est ce rôle qu'on va jouer aujourd'hui. Alors, j'ai une question. Il reste combien? Il nous reste 2 ou 3 minutes. Du coup, je te transmets une question qui est en bas de mon écran d'une Geneviève qui me demande d'où vient cette obsession pour les cheveux. Ah oui, les cheveux. En fait, j'ai commencé très tôt à travailler avec les cheveux. Vraiment très tôt, dès la classe prépa. Et je pense que c'était même avant ça. En fait, j'avais trouvé, quand j'étais ado, j'avais farfouillé dans les affaires de ma mère. Et j'avais trouvé dans une vieille valise une belle natte de ses cheveux de quand elle était jeune fille, alors qu'elle était, moi je connaissais ma mère avec les cheveux gris, tout ça. Une belle natte bien brune, et ça m'avait un peu interpellée. Et puis aussi une autre natte de sa sœur, même chose, blonde. Et moi, j'avais des cheveux très longs, donc j'avais fait une natte, et j'avais coupé, et puis j'avais mis avec leur natte. Et du coup, aussi, j'ai fait pas mal de sculptures où j'utilisais mes propres cheveux ou de performances avec des cheveux comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui revient à un moment donné, je peignais, quand je suis arrivée à New York, j'utilisais une ligne noire très graphique et qui ressemblait un peu à du cheveu qui couvrait tout le visage. Et en fait, j'ai gardé cette marque pour faire les cheveux dans mes peintures après. Et un peu, c'est un peu cet endroit où il y a tellement de choses à dire sur les cheveux, mais je crois qu'il n'y a pas assez de temps. Non, ce ne sera pas possible, c'est sûr. C'est la genèse de mon intérêt pour les cheveux. Je crois qu'on va plus ou moins s'arrêter là. C'est super, Julie. Je suis désolée qu'on ait eu toutes ces péripéties parce qu'en fait, j'aurais eu plein d'autres questions à te poser, mais c'est super que tu aies pris le temps d'échanger avec nous. Peut-être il y aura d'autres occasions. Oui. Moi, je vais venir à Paris là bientôt. Super, formidable. Voilà. Super, merci 1000 fois. Merci beaucoup, Clara, de ton invitation. Mais non, c'était un plaisir vraiment de te rencontrer parce qu'en fait, on se rencontre vraiment pour la première fois maintenant, finalement. On s'est parlé rapidement au téléphone, mais c'est super. Merci à tout le monde d'avoir suivi nos discussions. Julie, bonne suite et bonne continuation, comme on dit. Et la semaine prochaine, pardon ? On se verra bientôt. On se rencontrera absolument, j'espère. Et la semaine prochaine, vous rencontrez donc avec Alain Berland, on sera en discussion la semaine prochaine avec Franck Scurti. Merci à toutes et tous. Et Julie, belle journée ensoleillée à New York. Nous, plus ou moins, on va se coucher finalement, tu vois. Donc, Bonne nuit. Merci pour tout. Merci beaucoup. À bientôt.